inumbwana yawongwana inumbwana yawongwana inumbwana yawongwana tushina wana kodi konie Merci, je suis Alphonse Zozim Tamekamta. Je suis titulaire d'un doctorat PhD en histoire des relations internationales, obtenu à l'Université de Yaoundé 1, consacré à la conflictualité en Afrique centrale. Je suis également chercheur à Thinking Africa, qui est le centre de recherche et d'enseignement sur la paix basé à Abidjan, Thinking Africa, qui est intégré en réseau. Je suis également chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, qui est basé à Bruxelles. Je suis membre expert au ROP, le réseau francophone des opérations de la paix, qui est basé à Montréal. Je suis également le cofondateur et directeur général adjoint du Centre africain de recherche sur la paix et le développement durable, qui est basé à Montréal. Je suis par ailleurs également membre de plusieurs réseaux, notamment le réseau international pour l'autonomie et plusieurs autres réseaux, plusieurs autres centres de recherche, voilà. Oui, ma thèse de doctorat PhD en histoire des relations internationales, soutenue le 10 novembre 2016 à l'Université de Yaoundé 1, porte sur les fondements économiques et culturels des crises sociopolitiques en zone CEMAC. La temporalité, c'est de 1960 à 2010. Et puis l'objet, naturellement, donc, c'est de rentrer, d'analyser les éléments conflictuels dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Et là, j'ai dû identifier deux déterminants principaux, à savoir, bien évidemment, donc, la culture, la gestion, justement, des différences culturelles, et puis la gestion des ressources naturelles. C'est ça à quoi je parle, donc, des fondements économiques. Donc, c'est en cela, de façon balayée, justement, d'intituler, et puis, naturellement, l'objet de la recherche, de ma recherche doctorale. Oui, parce que je me suis aperçu que l'essentiel des travaux de recherche essaye de mettre en exergue la notion de gouvernance, la question de gouvernance comme étant le déterminant primordial de la conflictualité ou bien de la chronicité des conflits en Afrique centrale. Mais en analysant de façon un peu plus précise, en étudiant justement dans le cas de conflits en Afrique centrale, je me suis aperçu en réalité qu'il y a deux déterminants. À savoir justement dans la gestion ou la mauvaise gestion des particularités culturelles, mais également aussi la gestion des ressources naturelles. C'est la question de la gestion des terres, c'est la question de la gestion de l'eau, c'est la question de la recherche de la gestion des ressources naturelles. C'est le cas en Afrique centrale naturellement, donc en République centrafricaine, c'est le cas au Tchad, c'est le cas également au Cameroun, c'est le cas au Congo-Brazzaville, c'est également le cas au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc c'est pour cette raison qu'il m'a semblé important donc, de mettre en vitrine ces deux déterminants-là, qui me semblent être les plus ancrés, les causes les plus ancrées de la conflictualité chronique en Afrique centrale. Oui, je pense véritablement que la crise actuelle est la survivance justement des crises antérieures.
Parce que là, malheureusement, feu le président Déby est parti sans que le passif, ou encore le passif conflictuel du Tchad n'ait été exaucé ou bien n'ait été traité. Donc, on observe aujourd'hui en fait que les groupes armés non étatiques continuent justement de sévir dans la partie nord du Tchad et il faut préciser justement que là, à un moment donné, parce qu'entre 1990 et 2002, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine accalmie au Tchad. Et dès lors que là, le Tchad a commencé à exploiter le pétrole, on a donc vu naître et proliférer un certain nombre de groupes armés qui revendiquent aujourd'hui l'accès à la rente pétrolière. Ça, il faut préciser justement qu'il y a les frères Tom et Timan Erdimi qui sont proches de feu le président Déby et naturellement de l'actuel président de la transition qui ont choisi justement donc de prendre la rébellion et de financer un certain nombre d'activités dans l'optique de faire chavirer le gouvernement. Et donc, c'est dire que la crise actuelle, de mon point de vue, est la suivante justement d'un ensemble de crises qui datent peut-être de la période pré-pétrolière, mais également des crises qui sont amplifiées après la gestion pétrolière au Tchad. Même s'il faut préciser que le Tchad s'est suffisamment armé après justement la gestion, après l'exploitation pétrolière. Et malheureusement, ça n'a pas permis de juguler, justement les rébellions qui sont très récurrentes dans cette partie. Naturellement, on peut peut-être le dire. Parce qu'entre 2007, il y a eu déjà une première rébellion qui est arrivée jusqu'à N'Djamena et puis la récente rébellion qui, même si elle n'est pas arrivée à N'Djamena, a eu raison justement du président Déby. Donc c'est la succession justement de ces conflits antérieurs à 2002 qui justifie, j'allais dire, l'instabilité politique au Tchad aujourd'hui. Voilà, je pense relativement à la crise entre le Gabon et la Guinée équatoriale au sujet justement de l'île de Banié et des îlots adjacents, que la meilleure formule de mon point de vue peut être justement une médiation africaine. Parce qu'il faut préciser en réalité que les deux parties ont convenu de saisir la CIJ après justement un ensemble d'actions menées par l'avocat canadien Hiro Fortier depuis 1972. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est encore le statu quo et la tension reste encore vivante entre ces deux pays. Donc, de mon point de vue, la procédure peut-être la CIJ peut être très longue et elle peut ne pas être suffisante justement pour décrisper la tension entre les deux pays. Donc, je suis de ceux qui pensent en réalité une médiation africaine, peut-être un médiateur mandaté par l'organisation sous-régionale ou bien par l'Union africaine pourrait, de mon point de vue, être porteuse. Donc cette médiation pourrait être porteuse d'efficacité pour permettre à ces deux pays voisins et frères de pouvoir parvenir à un compromis durable. Oui, je pense que c'est un peu de tout ça, Mais au-delà de ces deux éléments, je pense en fait que la crise entre le Congo, la RDC et le Rwanda aujourd'hui peut se justifier par, j'allais dire, cette mauvaise transition entre le président zaïrois de l'époque et puis le président Kabila Père. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, après 1997, l'État congolais a peiné justement à trouver sa stabilité. Et naturellement, la gouvernance politique et la gouvernance économique en a pris un coup. Et c'est pour cette raison, me semble-t-il, que l'armée congolaise, au regard justement d'un certain nombre de déclarations, je voudrais prendre pour illustration en réalité la dernière déclaration du secrétaire général de l'ONU, même si elle est suffisamment contestée par la partie congolaise. Donc, cette mauvaise transition a eu pour effet pervers
j'allais dire, une mauvaise préparation, ou bien une impréparation de l'armée congolaise à pouvoir justement sécuriser la totalité des frontières du pays. Et c'est ce qui peut justifier le fait que le mouvement M23 soit installé dans une partie du Congo et qui justifie aujourd'hui malheureusement j'allais dire l'incident diplomatique et puis la crise entre ces deux pays frères au sujet bien évidemment de la sécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est au-delà des éléments que vous avez cités, justement cette mauvaise transition qui a justifié le fait que l'État à un moment donné ne soit plus en mesure de pouvoir garantir, j'allais dire, ses missions les plus régaliennes. Il faut dire qu'il est presque impossible que la cohabitation entre la CEAC et la CEMAC puisse justement garantir une meilleure intégration en Afrique centrale. Ce qu'il faut préciser, c'est que là, les deux organisations, que ce soit donc la CEMAC, qui elle a été créée le 16 mars 1994, par transformation de l'UDA, qui elle a été créée en décembre 1964. Donc la cohabitation entre la CEMAC, qui est plus ancienne, et la CEAC, qui elle date de 1983, ne peut aucunement garantir une meilleure intégration. Surtout qu'on se rend compte que là, les deux organisations sous-régionales ont les mêmes missions, ont un même objectif, et puis naturellement ne parviennent pas à porter l'idéal communautaire vers les attentes du peuple. La preuve, c'est l'Afrique centrale est présentée comme étant la sous-région la moins intégrée, comparativement par exemple à l'espace CEDEAO. Donc peut-être qu'il faut espérer, avec justement le processus de rationalisation et d'uniformisation de la CEAC et de la CEMAC qui est en cours, osons peut-être espérer que 2023, sur la base de la déclaration faite il y a quelques semaines, à l'issue d'une réunion des ministres en charge de l'économie des pays de la CEMAC et de la CEAC, nous osons espérer que, comme ces ministres nous ont donc fait savoir qu'il est possible qu'en 2023, qu'on parvienne à avoir une seule organisation d'intégration sur le genre d'Afrique centrale. Donc, osons espérer que là, cette attente sera comblée et qu'enfin, on pourra avoir une seule organisation en Afrique centrale qui sera capable de porter et de combler les attentes du peuple. Oui, l'Afrique centrale, justement, est très exposée à la conflictualité. Et je l'ai dit dans ma thèse, l'essentiel, justement, des déterminants de cette conflictualité chronique, c'est la gestion des ressources naturelles. Pour les pessimistes, on peut dire en réalité que les ressources naturelles peuvent constituer une malédiction. Mais je préfère être optimiste. Je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, l'important aujourd'hui de développer une bonne gouvernance des ressources naturelles, laquelle gouvernance pourra donc permettre justement au pays d'Afrique centrale de sortir de ce scandale géologique, de ce syndrome hollandais pour se projeter dans l'avenir par une meilleure gestion des ressources naturelles. Donc, je suis de ceux qui estiment que les ressources naturelles ne peuvent pas constituer une malédiction pour l'Afrique centrale, pour l'avenir de l'Afrique centrale. Je pense qu'en réalité, il y a un certain nombre de clés qu'il faut élaborer. Il y a un outil, il y a une boîte à outils qu'il faut élaborer. Oui, il y a une question de gouvernance. Ça pose un problème. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut suffisamment autonomiser l'Union africaine qui, elle, peut garantir le bien commun africain à travers un certain nombre d'instruments. Je veux prendre pour illustration, par exemple, l'agenda 2063 de l'Union africaine qui, de mon point de vue, est le document programmatique le plus complet. De telle sorte que si ce document-programme est mis en application par les pays d'Afrique, on pourra peut-être parvenir à
un véritable décollage économique et puis à une certaine stabilité sociale de l'Afrique. Il faut penser peut-être aussi aux instruments comme la CADEC, la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, qui sont des outils susceptibles justement non de garantir, j'allais dire, le contrôle de la gestion à la fois des ressources, mais aussi des personnes en Afrique. Donc cela me semble être justement des éléments fondamentaux. J'ai dit la gouvernance, appliquer une bonne gouvernance, et puis naturellement veiller à l'application stricte des conventions, des arsenaux juridiques qui sont élaborés, qui sont ratifiés au niveau régional, au niveau africain. Le problème anglophone est un problème complexe d'apparence, mais qui relève de mon point de vue justement d'une mauvaise gestion de l'héritage colonial et du patrimoine historique et mémoriel du Cameroun. Il faut préciser en réalité que le Cameroun est un territoire qui est sorti pratiquement scindé de la colonisation, même s'il faut dire que le Cameroun n'a jamais été une colonie, mais on sait que le Cameroun était un protectorat allemand ensuite, a été un territoire sous mandat de la SDN et plus tard sous tutelle des Nations Unies, avec justement la gestion confiée à la France et à l'Angleterre. Donc pour revenir à la crise anglophone, il y a eu un certain nombre de dates marquantes de l'histoire du Cameroun. Il y a eu des séquences où justement le Cameroun occidental français, le Cameroun occidental anglais ou anglophone s'est mis ensemble avec le Cameroun oriental français ou francophone. Et puis aujourd'hui, je pense qu'en réalité, la crise anglophone est issue d'un ensemble de frustrations, peu ou mal diluées, de l'élite politique et administrative anglophone. Il faut le dire, qu'il y a eu un certain nombre de réclamations, notamment par exemple le changement de la dénomination de l'État du Cameroun, passant justement de la République unie du Cameroun à l'issue du référendum du 20 mai 1972 à la République du Cameroun, tout courant en février 1984. Donc il y a un ensemble de frustrations qui peut justifier aujourd'hui dans la crise anglophone. Et peut-être la responsabilité des intellectuels et des historiens est de plus en plus grande parce qu'il revient la lourde mission de restituer cette vérité-là et puis donc j'allais dire de refaire la mémoire historique du Cameroun en essayant donc de mettre en exergue justement la contribution de l'élite anglophone dans la construction de l'unité et puis de l'État du Cameroun aujourd'hui. Je crois que le dialogue national, le grand dialogue national du Cameroun a permis de résoudre un certain nombre de problèmes en rapport avec la crise anglophone. Mais il faut regretter que l'ensemble des actions menées par le gouvernement n'ait pas abouti à la fin des hostilités, notamment justement aux exactions de toute nature faites par des groupes armés dans ces deux régions du Cameroun. Donc, oui, il y a eu un certain nombre d'avancées, avec par exemple la création des postes de Independent Conciliator dans les deux régions du Cameroun, c'est-à-dire dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Mais il me semble peut-être qu'il faut aller au-delà des résolutions issues de ce grand dialogue national. Et je peux préconiser deux actions. La première action, peut-être, c'est qu'on pourrait, si les autres autorités camerounaises en ont convenance, ils peuvent peut-être essayer d'envisager une véritable médiation dans ce conflit. Et cette médiation peut peut-être être assurée par... ça peut être un médiateur, ça peut être un Camerounais, un national. Là, on pourra donc créer le poste de médiateur, le grand médiateur de la République, sur le modèle peut-être congolais.
Mais ce médiateur aussi peut être mandaté par des organisations internationales, ça peut être les Nations Unies, ça peut être l'Union africaine. On peut aussi faire appel, par exemple, à la médiation suisse, parce qu'il faut préciser qu'il y a le Centre pour le dialogue humanitaire, qui était un centre suisse, avait proposé ses offices, ses bons offices au Cameroun. Mais il semble que les autorités camerounaises n'aient pas apprécié justement cette offre. Et puis la deuxième action qui peut être menée, c'est éventuellement de voir la forme de l'État. Parce qu'il me semble que là, c'est le point de divergence entre les autorités du Cameroun et puis quelques leaders anglophones qui sont disposés à venir à la table de négociation. Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de rallier à la cause de la République, justement, cette frange de nos frères des partis, de la partie anglophone à la raison. Et donc, on peut peut-être revoir peut-être la forme de l'État, notamment en essayant d'appliquer, j'allais dire, le fédéralisme. On peut revenir à l'État fédéral, surtout que avant 1972, le Cameroun était un État fédéral. Et cette fois-là, on peut peut-être avoir un État fédéral, non pas à deux États, ou à deux États, même ça peut être à plusieurs États ou bien à plusieurs régions. C'est-à-dire on peut rendre quelques régions autonomes sur le plan de sorte à permettre justement que les populations puissent aussi avoir accès à la gestion à la fois des ressources, mais également de l'administration locale. Ces deux actions peuvent peut-être permettre de solutionner durablement la question anglophone. Voilà, je suis toujours resté dans le champ de la conflictualité, mais je suis allé au-delà justement de l'Afrique centrale. Donc, je travaille de plus en plus justement sur les problématiques de l'extrémisme violent autour du lac Tchad et au Sahel, mais en même temps aussi je travaille sur des questions de séparatisme. Et depuis 4 ans, là, je me consacre essentiellement donc, justement sur le séparatisme en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui a donc permis justement de publier mon récent ouvrage qui porte sur le Sahara occidental, que j'estime être marocain. Donc voilà justement les problématiques qui sont les miennes aujourd'hui. Donc question d'extrémisme violent, question de médiation aussi, il faut le préciser, mais aussi question du séparatisme, en essayant donc d'analyser le discours des partis, et puis justement en rentrant dans les archives, et puis pour y ressortir ce que je trouve être la vérité immuable. Tellement, j'en ai, je crois, 47 ou 50 articles, mais peut-être je peux donner les références de mes ouvrages. J'ai 5 ouvrages chez l'Harmattan à Paris, dont le premier est intitulé « Le Cameroun à l'UDEAC, bilan des perspectives d'une gestion administrative contestée à l'ère du renouveau ». Il est paru chez l'Harmattan en 2011. En 2012, j'ai publié notre ouvrage intitulé « Les urgences africaines, réécrire l'histoire et réinventer l'État ». En 2013, j'ai publié 3 ouvrages chez l'Harmattan. Le premier, c'est l'urgence de la révolution agricole au Cameroun. L'autre, c'est la jeunesse africaine. Et puis le 4e porte sur la démographie. Et un peu plus tard, j'ai publié un ouvrage aux presses académiques francophones. Il porte sur le projet d'émergence du Cameroun. J'ai également un autre ouvrage aux éditions Cheikh Anta Diop, c'est à Douala au Cameroun, qui porte sur l'émergence du Cameroun. J'ai publié un recueil de poèmes à 10 livres. C'était à Saint-Denis en France, intitulé Adieu mon canari doré. Je rends hommage à ma cadette qui est décédée en 2003. Et puis récemment, j'ai co-dirigé un ouvrage collectif qui est paru aux presses académiques du Québec et qui porte sur la Cour pénale internationale. Donc l'intitulé de l'ouvrage, c'est La Cour pénale internationale, leucophilie ou négrophobie. C'est un ouvrage qui peut être acquis sur Internet. Et puis le récent, qui est paru l'année dernière, est intitulé Le Sahara marocain, contours polémologiques et perspectives idéologiques. C'est un ouvrage de 378 pages qui est paru à Yaoundé au Cameroun aux éditions Aphrodite. Là, on peut également le commander en ligne.
Thinking Africa est un très grand réseau, et je suis très admiratif des efforts que Thinking Africa essaie de mener pour la veille stratégique et pour l'analyse politique de l'Afrique. Je suis très heureux de faire partie justement de cette grande équipe qui, pour moi aujourd'hui, est l'un des grands réseaux et l'un des grands centres de recherche qui fédère les énergies, qui mobilise justement les intelligences africaines et qui essaie donc de proposer des alternatives réflexives pour une Afrique de demain, une Afrique qui sera autonome, une Afrique qui pourra se propulser et qui ne sera pas à la traîne, comme c'est le cas il y a 15, 20, 30 ans.